Kayamoto, déjà bonjour, merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Je voulais déjà savoir pour vous, un grand réalisateur d'animation, qu'est-ce qu'est une fête du cinéma d'animation telle qu'elle est faite à l'heure actuelle? ちょっと漠然としてますね。アニメーションとして日っていうのはどういうことなのか、アニメーションを作ろうっていう日なのか、それともアニメーションを見ようっていう日なのか、いろいろですけれども、でも。Oui, écoutez, moi je suis pas certain de bien saisir, j'ai une flou de portée de cet événement. C'était hier, je crois, bien sûr, le jour, donc le 28 octobre. Je suis pas sûr de bien saisir s'il s'agit d'un jour où il faut réaliser des films plutôt, où il faut voir des films. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, si dans les pays du monde où cet événement a lieu, à des gens qui ne s'intéressent pas par ailleurs au cinéma d'animation, eh bien de voir des films d'animation et de s'intéresser à ce registre, eh bien pour moi c'est un événement qui prendra tout son sens si c'est cette condition-là, enfin en tout cas si ça prend cette forme-là. Cette journée, c'est une journée internationale du film d'animation, et je crois qu'en ce sens-là, ce sera vraiment une bonne chose si, dans une logique vraiment internationale, ça pouvait être l'occasion effectivement de susciter des rencontres et des échanges entre des réalisateurs, par exemple de pays différents, effectivement, face à des spectateurs. Ça sera vraiment une très belle chose. Alors, par exemple, récemment sont passés au Japon Michel Osto et Bernard Palacios. Ils sont venus, ça a été l'occasion effectivement d'un certain nombre de rencontres, de débats, de présentations de films, et ils ont pu effectivement avoir beaucoup d'échanges avec des réalisateurs comme des spectateurs japonais. Et ce type d'échange, s'il pouvait être développé de manière plus large, eh bien ça sera vraiment merveilleux. Et en ce sens, peut-être plutôt qu'une journée du cinéma d'animation, il faudra peut-être parler ou envisager un événement peut-être plus important, peut-être une semaine, quelque chose comme ça au minimum, serait sans doute quelque chose de nécessaire. Et pour lui, les échanges, c'est quelque chose d'important, puisque on a eu la chance de voir ici un jour d'hiver. Oui. Est-ce que pour lui, justement, l'animation permet de transcender, il y avait Einstein et Mark Baker, de transcender en fait plus facilement que la prise de vue réelle, les frontières qu'on peut avoir dans notre monde à l'heure actuelle? そうですね。アニメーションも人形もそうですけれど、やっぱり僕の先生だったトゥルンカ先生がおっしゃったみたいに、そのアニメーションにしろ人形にしろ。Écoutez, oui, il s'agit du cinéma d'animation ou des marionnettes, comme avait l'habitude de le répéter Neil G. Stranka, donc, qui fut mon maître. Je suis persuadé bien sûr que le cinéma d'animation est un moyen à même effectivement de dépasser, permettant de dépasser tous les clivages, qu'il s'agisse effectivement de nationalité, d'appartenance ethnique, de couleur de peau. Tous ces clivages effectivement peuvent être dépassés pour atteindre effectivement une forme finalement de non seulement de coexistence mais même de collaboration, je dirais. Pour moi, le cinéma d'animation effectivement est un registre qui se prête par essence à ce type d'échange. Comment est né le théâtre de marionnettes? Comment est née la marionnette au Japon exactement? Et pourquoi ensuite lui, en tant que réalisateur d'animation, s'est intéressé plutôt à la marionnette plutôt qu'à un autre art de l'animation? 話は、17世紀ですかね。はい、その17世紀の頃の。Votre première question, c'est en particulier à l'époque, donc à l'ère Genroku, donc à la fin du XVIIe siècle au Japon, que s'est développé de manière très importante le théâtre. Se sont développés les différents registres du théâtre au Japon, et en particulier le théâtre de marionnettes, le bunraku, s'est développé de manière antérieure au kabuki. Et donc c'est d'abord sous forme du théâtre de marionnettes que ce théâtre s'est développé de manière très importante, puis ensuite effectivement la tendance a été à un remplacement par le kabuki par un théâtre d'acteurs. Et je vous dirais que c'est là purement une interprétation personnelle, c'est vraiment mon avis et ma vision des choses. Vous savez que dans le kabuki il y a ce qu'on appelle le kata. C'est le fait c'est une codification des mouvements qui notamment passe par des pauses et des arrêts. N'est-ce pas, on s'arrête dans des positions, dans des postures données. Ce concept de forme fixée, de forme, à mon avis, c'est purement mon impression, mais je crois que c'est quelque chose qui vient du maniement de la marionnette du bunraku, où vous savez il y a 3 marionnettistes. Traditionnellement il y a toujours un marionnettiste qui en fait dirige la tête,
un marionnettiste qui s'occupe de la main droite et un de la main gauche. Et les formes même du mouvement tel qu'il est codifié dans le kabuki, à mon avis, découlent du théâtre de marionnettes. Dans les mouvements par exemple de la tête, dans le théâtre de Bunraku, on peut mettre en scène des mouvements de tête beaucoup plus importants, une très grande amplitude, beaucoup plus que l'amplitude réelle du cou et de la tête humaine. Et de la même manière, pour l'ensemble des mouvements des mains, ils sont en fait animés par les manipulateurs à partir de la hauteur du coude. Et dans le kabuki, si vous regardez un petit peu, vous verrez qu'on a l'habitude de faire énormément de mouvements comme ça qui partent là aussi du coude et qui intègrent qui dépendent du coude en fait. Et donc c'est juste mon avis, hein, personne d'autre ne vous dira ça sans doute au Japon, mais je suis persuadé que c'est quelque chose de fondé. Je crois qu'il y a un lien vraiment effectivement d'influence formelle du théâtre de marionnette vers le kabuki. Alors, quant à savoir pourquoi mon intérêt pour le théâtre, pour la marionnette en tant que registre, vous savez, plus on s'intéresse au théâtre de marionnette, plus il y a de quoi être époustouflé par les possibilités et la profondeur d'expression formelle de ce registre. Et en particulier au Japon, moi je suis admiratif, je suis émerveillé par le travail justement de représentation, de recherche formelle qui a été réalisé par nos ancêtres dans le domaine donc, du théâtre de marionnette. Vous savez, en général, vous avez une dizaine de marionnettes qui sont typiques, qui sont des personnages usuels. Vous avez un jeune homme, vous avez la jeune femme, vous avez le vieillard, etc. Et cette dizaine, cette galerie, cette palette de personnages, une dizaine de personnages, correspond finalement à une typologie humaine. Vous créez des types et qui seront des types parlants par excellence. Vous découpez finalement le genre humain en un certain nombre de types et vous travaillez à leur représentation en fonction de cette typologie. Et vous savez, quand vous travaillez avec les marionnettes, vous ne pouvez pas exprimer quoi que ce soit qui soit lié au mouvement de peau, notamment, au mouvement musculaire. Et donc, vous devez exprimer des émotions humaines, des émotions, sans faire appel à ce caractère-là. Donc, vous êtes dans une stylisation, et ce qui a amené au Japon, effectivement, les marionnettistes à faire choisir effectivement des angles qui correspondent chacun à une émotion. Quand le personnage a la tête vers le bas, c'est qu'il est triste. Quand il regarde vers le haut, c'est qu'il est joyeux. Et ça correspond. Il y a un sens et un caractère émotionnel qui est lié effectivement au mouvement en tant que tel. Et pas en remplacement du mouvement des muscles. Vous avez un travail de création des marionnettes qui est un travail de modélisation qui vise à pallier finalement le rôle musculaire, vous voyez, et l'agencement musculaire. Et donc, pour moi, ça c'est quelque chose qui m'importe de manière première quand moi-même je réalise des marionnettes également. C'est-à-dire que quand vous réalisez des marionnettes, vous pouvez essayer de vous inspirer du physique humain de manière directe. Mais pour moi, ça donne de très mauvaises marionnettes. Ça donne des marionnettes qui sont du coup très sommaires et très, très fausses. A l'inverse, lorsque je réalise des marionnettes, le fait de m'inspirer du théâtre de marionnettes me permet effectivement d'atteindre à une justesse dans la représentation des différentes émotions qui est liée au fait que je m'inscris dans cette codification. D'accord. Tout ça est très japonais, pourtant Kawamoto est parti en République tchèque, oui. Travailler avec Jerry Trenka. Mais c'est vrai que Trenka aussi a des personnages, on vient de dire, des personnages qui ne s'inspirent pas forcément de la réalité. Comme ça, je voulais juste savoir pourquoi d'un seul coup quelqu'un qui est énormément inspiré par la culture japonaise décide de partir pour rencontrer sûrement l'un des plus grands maîtres à l'époque. Et quelle a été la relation entre les deux? いや実はね、それは僕が初めてその文楽の本をよく知ってて、それでチェコ行ったわけじゃないんですね。文楽は子供の時から見ていましたし、歌舞伎も。Oui, écoutez, en réalité, les choses se sont articulées de manière différente. C'est que moi, je n'avais pas du tout cette vision du théâtre de marionnettes japonais ni du kabuki avant de me rendre auprès de Trenka, en fait. J'avais vu bien sûr du théâtre de marionnettes, je goûtais ces spectacles, y compris le kabuki, depuis mon enfance, mais je n'avais jamais observé ces registres de cette manière-là. Et c'est en réalité, lors de mon séjour donc en Tchécoslovaquie auprès de M. Trenka, que lui m'a effectivement suggéré, il m'a fait part effectivement de cette idée-là, de cette suggestion de dire au Japon vous avez effectivement tout un ensemble de registres de théâtre
stylisé, donc le No, le Kabuki, le Bunraku, et ça pourrait être une idée pour vous de vous en inspirer et de travailler par rapport en animation, de transposer donc dans l'origine du cinéma d'animation, eh bien ces traditions-là, cette suggestion donc qui m'a été faite par M. Tanaka, a été pour moi une sorte là aussi de révélation, et j'en suis très honteux, tout à fait. C'est le résultat de ce travail d'étude que j'ai fait en rentrant de Tchécoslovaquie. Et bien c'est par exemple cette thèse, cette idée que je vous ai soumise tout à l'heure, mais c'est le résultat bien sûr de cette rencontre avec M. Tanaka. Si j'avais déjà eu cette perception-là par moi-même, sans doute peut-être qu'il n'y aura pas eu pour moi nécessité d'aller étudier auprès de lui, mais en tout cas c'est grâce à lui que j'ai pu prendre conscience à ce point-là de l'importance de ces registres. On vient de dire l'animation internationale, juste vraiment par comment un mec, comment un japonais va en République tchèque, comment il peut, par rapport aux marionnettes, est-ce qu'il communiquait dans une langue, ou alors est-ce que c'était purement au niveau des gestes et au niveau des mouvements? 一番最初はとにかくずっと皇帝のウグイスを僕が見て、25ぐらいの時にものすごく感動して、いつか鶴岡先生のもとに。Moi j'ai découvert le travail de M. Tanaka, donc je me souviens c'était à l'âge de 25 ans, j'ai vu c'était Le Rossignol de l'Empereur de Chine, ce long métrage. Et ce film pour moi été j'ai découvert le cinéma d'animation à travers ce film, et j'étais depuis cet âge-là, depuis cette époque-là, j'étais déterminé, j'étais fermement déterminé un jour ou l'autre effectivement à aller travailler auprès de ce réalisateur, donc de me former auprès de ce réalisateur. Et donc, entre-temps, à partir de ce moment-là et de la découverte donc, de ce film, j'ai appris au Japon même, finalement, donc, le cinéma d'animation de marionnettes. Je me suis formé donc, dans cette technique. Et en réalité, plus de 10 ans se sont écoulés entre le moment où j'ai vu ce film et le moment où il a été possible pour la première fois pour moi de vouloir réaliser ce projet. Plus de 10 ans donc, après avoir découvert son film, eh bien, pour la première fois, j'en suis venu à un moment dans ma vie où je me suis dit, eh bien, ce projet-là, il faut le faire maintenant, ou je ne pourrais plus le faire. Et donc, c'est tout simplement, j'avais acquis donc, une maîtrise du cinéma d'animation de marionnette, j'avais un petit peu d'argent de côté, j'avais 35 ans passés, et donc c'était le dernier moment pour moi où il était possible de vouloir réaliser ce projet. Donc, j'ai écrit une lettre, M. Tanaka, en fait, en anglais, où je lui expliquais donc à quel point les marionnettes me passionnaient depuis l'enfance, à quel point je les aimais, à quel point j'étais passionné par ce registre et par le cinéma d'animation. Et pendant 6 mois, je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, puis finalement une réponse m'est parvenue de M. Tanaka, et c'est dans cette réponse qu'il m'écrivait ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les marionnettes, le cinéma d'animation de marionnettes, eh bien, est un registre justement qui permet de dépasser ces différences de couleur de peau, de religion et tous les autres clivages qu'on peut imaginer, et qui permet au contraire de les relier. Cette lettre, je me souviens, je l'ai reçue, cette réponse en 1961, et moi j'étais prêt, donc dès l'obtention de réponse de sa part, eh bien, à quitter le travail et la société dans laquelle j'étais employé à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait, mais par contre, effectivement, par rapport à la perspective de ce départ que j'avais soumis, donc que j'ai soumis à ce moment-là, eh bien, je n'ai pas réussi à obtenir tout de suite, effectivement, cette autorisation, au-delà du principe de dire vous pouvez venir maintenant tout de suite. En réalité, il y a eu un décalage parce que les gens du studio m'ont répondu que tout simplement, M. Tanaka n'avait pas de projet de réalisation dans l'immédiat, et donc que pendant un certain temps, eh bien, il ne serait pas au studio. Et donc ils m'ont suggéré à ce moment-là de décaler un petit peu mon départ, mais moi je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans ces conditions-là. Je venais donc j'ai quitté cette société, j'avais les moyens de venir à ce moment-là, donc j'ai décidé de partir tout de suite et de séjourner un petit peu sur place, puisque de toute façon il fallait aussi que je puisse apprendre un petit peu le tchèque. Donc j'ai fait le choix de partir à ce moment-là et finalement de découvrir un peu cet univers, l'univers donc dans lequel il s'agissait pour moi ensuite d'essayer d'apprendre un petit peu, tout en découvrant la langue et les gens de ce pays. Là, on va plus passer maintenant au livre de mort. Oui. Tu viens de nous présenter le livre de mort ici. Oui. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire un second long métrage? Si je ne dis pas de bêtises, le premier date de 81, c'est ça, hein. Et qu'est-ce qui l'a poussé justement à passer le cap? 長編になるか中編になるかそれとも短編になるかということはちょっとやってみないと分からなかったんですね、はい、ただ死者の書っていうものを、できればやりたいなということでも。Oui, écoutez,
la question de l'ampleur entre un film court, un film de moyenne envergure, un long métrage, dans cette envergure, c'est impossible d'en avoir une idée nette avant de s'être lancé réellement sur un travail. Moi, ce que je savais de manière sûre, c'est que je voulais adapter ce récit, le livre du mort, en animation. Et donc, j'ai eu une opportunité en réalité. C'était présenté de réaliser cette adaptation à un moment donné. Ça ne s'était pas concrétisé à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, bien sûr, et puisque c'était déjà le cas auparavant, depuis ce moment-là, ce projet n'avait plus quitté mon esprit. Et donc, je l'avais en tête, mais je savais en même temps à quel point l'œuvre originale présentait des difficultés à être adaptée au cinéma de manière visuelle. C'était aussi un travail qui, bien sûr, nécessitait par définition beaucoup d'argent. Et j'étais dans une forme d'expectative, en tout cas presque d'abandon. Je me disais, sans doute, ça ne sera pas possible. Jusqu'au moment où, finalement, une productrice donc, de la société Sakura Egacha, Sakura Motion Pictures, m'a proposé, donc m'a dit, il y a moyen d'avoir une aide, une subvention de l'Agence des affaires culturelles. Donc il faut qu'on se lance sur ce projet. Voilà. C'est à ce moment-là que, finalement, à ce moment-là seulement, que vraiment j'ai trouvé en moi la détermination d'entrer dans ce travail. Et alors comme tout le monde, je dirais comme tout auteur, moi j'ai beaucoup de projets de cette nature-là qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de réaliser finalement à tout prix. Et on a tous ce type de projet, on en a beaucoup souvent. On les caresse, effectivement, on les met dans des tiroirs, on les sort de temps en temps, on essaie de les travailler, on se dit voilà, ça il faudrait que ça puisse se faire de cette manière-là, est-ce que ça va être possible ou pas, on les remet dans des tiroirs. Et bien ce projet-là, c'est un de ces projets, c'est un projet de ce type, et donc qui a pu se concrétiser de manière très heureuse. Alors là, c'est un peu paradoxal, j'ai lu dans une autre interview que M. Kawamoto a fait ce film aussi parce que le monde est dans un tel état qu'il voulait donner aussi son avis, mais en tout cas il voulait savoir s'il pensait que le monde était toujours en recherche d'une solution pour que ça aille mieux, et est-ce que le film correspond à ça un petit peu, c'est-à-dire cette espèce de recherche absolument d'un espoir ou de quelque chose, oui, qu'un jour ça pourra mieux tout en étant pessimiste, et est-ce que ça passe dans ce cas-là quelque chose de religieux ou pour lui ou pas, enfin, いや違いますね。宗教的なことはあまり関係がないんですね。これはちょっととてもね説明しにくい難しいことです。Je veux dire, c'est que le fait de pouvoir proposer quelque chose effectivement face à l'état du monde, c'est quelque chose qui est complètement disjoint et différent de cette dimension religieuse. C'est très difficile à expliquer, mais c'est pas un critère qui est religieux, c'est pas une nature religieuse qui est en jeu, je pense, dans ce qu'il s'agit d'essayer de proposer. Dans ce film, vous savez, il y a deux personnages principaux. Le premier, c'est cette jeune fille qui s'appelle Hiratsume. Le second, c'est le prince d'Otsu, le prince défunt, donc son âme errante. Je dirais que ce récit, au départ, n'est absolument pas l'histoire de ces deux personnages, et chacun en tant qu'individu, un contre un, enfin un face à l'autre. C'est beaucoup plus, pour le récit original en tout cas, l'un et l'autre sont l'incarnation finalement là aussi de types et de deux profils qu'on peut trouver depuis les temps les plus anciens au Japon, et qui se succèdent, et qui se superposent les uns aux autres dans une relation, dans un rapport qui lui effectivement est presque constant, en tout cas très fréquent dans l'histoire du Japon. Et donc par exemple il y a cet autre personnage, c'est la vieille conteuse Taima, la vieille conteuse. C'est une vieille femme qui est douée aussi d'un don de prédiction, et qui à un moment donné dans le film et dans le récit indique effectivement à la princesse, à Hiratsume, que le prince d'Otsu finalement est l'une des divinités courroucées, en tout cas maudites, qui sont, elle cite comme exemple de ces divinités Ameo Akahiko, qui fut aussi une divinité qui s'insurgea contre les divinités du ciel et qui finalement décocha une flèche contre les cieux, se rebella contre les cieux, et donc c'est une divinité maudite finalement, enfin vouée effectivement à la malédiction. Les paroles de la conteuse placent le prince d'Otsu dans la lignée même. Elle situe ce prince comme effectivement une incarnation, une réincarnation, en tout cas une divinité de même nature que Ameo Akahiko. Et donc en tant que prince, en tant qu'individu, il a été donc assassiné, exécuté, et son esprit, son âme erre, porteuse d'une rancœur, d'un ressentiment
face vis-à-vis du monde. Et je dirais, ça en tant que phénomène, et en tant qu'image, on peut se dire que le monde est plein d'esprit de cette nature, d'esprit bourré de ressentiment et de haine vis-à-vis du monde. On en trouve en tout cas dans l'histoire, à travers l'histoire du Japon, énormément. Il y a toutes sortes de figures dans l'histoire qui sont à la fois des personnages historiques dont on sait par l'historiographie qu'ils étaient des personnages de très grand talent, des personnages remarquables, et qui, pour une raison ou pour une autre, effectivement, n'ont pas pu exercer ce talent. Ils ont été, leur vie finalement a été tranchée. Qu'il s'agisse de personnages mythologiques ou de personnages historiques. Par exemple, dans la mythologie, il y a bien sûr Yamato Takeru, c'est une divinité là aussi effectivement maudite et chassée des cieux. Il y a dans le domaine historique, c'est Yoshitsune, bien sûr, ce héros maudit qui fut là aussi contraint à la fuite et à la mort. Malgré tout leurs dons et leurs talents, eh bien, ils n'ont pas pu trouver leur place dans le monde. Ils ont été finalement rejetés. Et je pense que ça fait partie de ce que Horiguchi Shinobu, l'auteur de ce récit, qui était également un ethnologue, un anthropologue, ça fait partie de ce que lui voulait effectivement affirmer sur le plan de l'ethnologie et de l'anthropologie. C'est-à-dire que, eh bien, le monde est plein effectivement de ces ressentiments et que ces ressentiments finalement appellent, en tout cas sur le plan anthropologique, eh bien, des actes ou des présences, des existences qui vont les guérir, permettre un recouvrement. Et donc, qui peut effectivement faire quelque chose par rapport à cet état de fait, à cette situation? Eh bien, c'est, en tout cas pour ce récit-là, par exemple, c'est ce personnage, cette princesse, qui va, par l'action qu'elle va entreprendre, va apaiser l'esprit. Donc, cette âme errante, cette âme bourrée donc, de ressentiment. Et donc, c'est l'idée de dire qu'effectivement, face aux problèmes du monde, dont une bonne part effectivement découle de ce type de ressentiment, eh bien, il y a une nécessité d'entreprendre des actions. Et je pense que c'est quelque chose qui se trouve dans le récit originel, éparpillé de manière très très ténue, très fine. Parfois, effectivement, dans certains mots, on en trouve effectivement des échos et des correspondances dans le récit. Eh bien, il faut être en mesure effectivement de saisir ces nuances ou pas. C'est vraiment l'une des difficultés que pose ce récit au départ. On va parler juste un tout petit peu technique pour savoir. Je ne suis pas obligé, mais dis-moi, il y a un film qui m'a beaucoup choqué récemment, qui est le Corpse Bride, les Nymphes funèbres, que je trouve absolument trop parfait au niveau. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une renaissance de l'animation au volume qui va contre l'animation, on va dire. Est-ce qu'il pense que l'animation de marionnettes continue à garder ce côté traditionnel, son film par rapport au film de Burton? Moi, j'ai interviewé le réalisateur qui me disait qu'il voulait que ça soit le plus proche possible de l'ordinateur et qu'il voulait presque pas qu'on se rende compte que ça. Et est-ce que par exemple il pense qu'au Japon, alors, je sais pas s'il a vu le film, mais on avait vu The Demon de Shin Okazawa. Voilà, est-ce que peut-être que l'avenir de la marionnette est encore au Japon, est toujours au Japon? En tout cas, on a travaillé sur le long métrage. D'accord, ok. Donc, est-ce que justement, il sent une nouvelle génération de gens qui sont encore prêts à travailler sur la marionnette de manière vraiment artisanale et pas avec... Tim Burton の今度の新作見てないから、わかりませんけれども、前の作品は見てますが。Écoutez, moi n'ayant pas vu ce dernier film de Tim Burton, je ne peux pas me prononcer sur son dernier film, mais j'ai vu ses travaux précédents et je peux bien vous dire bien sûr que j'ai clairement le sentiment qu'effectivement son approche et sa conception de l'animation de marionnette est passablement différente de la mienne en tout cas. J'estime ça tout à fait bien, c'est bien qu'il y ait des approches tout à fait différentes, et si son objectif est de viser effectivement à travers une animation de marionnette à avoir rendu le plus proche possible de l'infographie, eh bien si c'est ça son objectif, c'est très bien en ce sens. Je veux dire, simplement pour les pays qui, par exemple comme en Tchécoslovaquie, effectivement ont une tradition dans le domaine de la marionnette, je crois qu'effectivement leur conception de ce registre est passablement différente effectivement de ce que réalise quelqu'un comme Tim Burton. Alors au Japon, vous citiez donc Kurosawa,
ce jeune réalisateur. C'est le plus jeune réalisateur dans un groupe et dans une tendance, effectivement, qui, je crois, présente une cohérence et une continuité qui est de se dire que pour l'ensemble de ces réalisateurs qui travaillent en animation avec des marionnettes, eh bien, il s'agit pour eux de tenir compte et de conserver dans leur travail la spécificité propre à la marionnette. Ce qui fait la spécificité de la marionnette en tant que telle. Et donc, ça, c'est déjà s'inscrire effectivement dans une continuité, dans une forme de tradition. Vous savez, en Grande-Bretagne notamment, et dans un pays comme la Grande-Bretagne, il n'y a pas de tradition de la marionnette. Et la tradition de l'animation en volume, finalement, c'est quelque chose qui remonte à il y a une quinzaine d'années, peut-être, au maximum. C'est une technique qui s'est développée dans ce pays depuis une quinzaine d'années. Je dirais donc que c'est lié sans doute effectivement à ce caractère un petit peu différent dans leur approche, leur conception de ce registre. Et bon, moi je suis tout à fait pour la diffusion d'une diversité d'expressions, hein. C'est tout à fait bien que ce soit ainsi. Mais pour ce qui me concerne, en tout cas dans mon travail d'animation marionnette, effectivement j'ai voulu m'inspirer et m'inscrire dans la lignée d'une tradition japonaise selon l'enseignement de Tanka. Et c'est pas exactement quelque chose de directement lié à votre question, mais je me souviens effectivement d'un mot de Tanka qui me semble tout à fait intéressant. C'est ça concerne, vous savez, des gens qui se lanceraient dans la production dans l'animation de marionnettes sans connaître les marionnettes et qui imputeraient leur échec, rejetteraient la faute de leur échec sur les marionnettes. Il y a quelque chose qui effectivement n'est pas fondé. Voilà, je viens de me rappeler ces paroles de Tanka qui me semblent tout à fait justes. Par exemple, vous savez, donc, parmi les auteurs et réalisateurs d'animation en volume tchèque, il y a bien sûr Schwankmajer, mais je crois pas avoir jamais entendu Schwankmajer effectivement se présenter comme un réalisateur d'animation de marionnettes. Pour lui, la marionnette n'est jamais qu'un outil par rapport à sa recherche, qui est une recherche donc surréaliste, une recherche inscrite dans une démarche précise. Donc c'est un outil, c'est un support, c'est absolument rien de plus. Et donc il est dans une position aux antipodes de quelqu'un comme Tanka. C'est complètement différent. Et je crois bien qu'effectivement, en tout cas pour un pays comme la Grande-Bretagne, c'est l'influence de Schwankmajer qui a été déterminante dans le développement qu'a connu ce registre en Grande-Bretagne. Alors, ma dernière question, c'est la plus simple et la plus compliquée. Oui. Norman McLaren disait que l'animation, c'était pas chaque plan, mais c'était ce qui se trouvait entre les plans. C'était le mouvement, en fait. C'était ce qui se trouvait, c'était indicible. Je voudrais juste savoir ce que M. Kawamoto pourrait nous dire comme sa définition du cinéma d'animation. 僕はね、よくアニメーション始めた頃にね、そのアニメーションっていうのはアニミズムとかアニマとかって言って、その生命のないものに生命を。Moi, je me souviens effectivement à mes débuts, lorsque j'ai commencé à travailler dans le cinéma d'animation, on m'a souvent parlé effectivement, à l'époque on évoquait souvent cette question, donc les termes que sont l'animisme, et anima bien sûr, donc l'âme, le caractère animé. C'est l'idée donc de donner vie à des choses, à des objets inanimés. C'est pas, c'est vraiment une forme de définition qui circulait très largement à l'époque. Et par rapport à ça, moi par la suite j'en suis venu à partager plutôt une autre conception des choses. Pour moi, les marionnettes ne sont pas des objets inanimés. Les marionnettes sont des objets ou des choses qui, dès leur naissance, sont animées. C'est-à-dire sont animées d'une vie. Et je pense que c'est là quelque chose qu'on trouve effectivement qui est spécifique à la forme qu'ont pu prendre un certain nombre de registres artistiques au Japon. On présentait donc il y a 2 ans ici donc le jour d'hiver d'après la poésie de Basho et ses disciples. Basho, vous savez, a laissé également un certain nombre de traités sur son art, de traités de poésie. Et dans ces traités, il explique que pour parler du pain, il faut apprendre du pain. Pour parler
du bambou, il faut apprendre du bambou. Et c'est-à-dire qu'il faut entendre finalement la voix de l'ensemble de ces objets que, alors par ailleurs, effectivement, dans la conception japonaise des choses, on considère souvent comme animées, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Et c'est une manière de se dire qu'effectivement, eh bien, tout objet, toute chose est animée d'un esprit et finalement recèle, en tout cas abrite un esprit, abrite une forme de vie, de présence. Et je dirais que de ce point de vue-là, les marionnettes, qui elles-mêmes, effectivement, dans une quasi-totalité des cas, ont forme humaine, sont des abris, des réceptacles, par définition quasiment, sont des réceptacles qui sont presque par définition appelés à accueillir ce type donc, de présence ou d'existence. Donc de ce point de vue-là, si l'on considère les marionnettes comme étant animées d'emblée, dès le départ, eh bien le fait qu'elles puissent s'animer et donc être animées de mouvement, c'est quelque chose qui devient tout à fait naturel. Je dirais que de cette manière-là, on peut concevoir très naturellement le fait que un cinéma comme le cinéma d'animation eh bien, existe et prenne forme. Vous savez, je connais un artisan au Japon qui travaille vous savez, dans le domaine du café. Depuis l'âge de 15 ans, il fait du café. Et donc quand il prépare le café, il me dit eh bien, qu'il entend là, effectivement, il est capable d'entendre la voix du grain de café et lorsque effectivement la fumée du café s'élève, il perçoit effectivement eh bien, une forme de réaction. Là aussi, finalement tout est dans une question de formation et d'apprentissage, d'entraînement. Vous voyez. Et je dirais que si on se place dans cette logique-là, qui est une logique japonaise, une vision japonaise eh bien, du monde et des choses, on n'est pas du tout dans une perspective qui est souvent cette perspective occidentale, une perspective d'ordre divin, c'est-à-dire qu'un Deus ex machina est là et qu'on va appliquer un mouvement à des choses qui seraient inanimées au départ, de se passer au-dessus d'elles en surplomb et de leur donner quelque chose en se substituant à une présence divine. C'est pas du tout ça. Là, on est dans un rapport où finalement les choses sont animées et il faut être capable d'entendre leur voix pour les aider, tout simplement. Les aider à entendre leur langage et les aider effectivement à s'animer dans cet autre sens du terme qu'est le mouvement. Je pense que de ce point de vue-là, Norstein est complètement effectivement un créateur, un réalisateur qui partage, qui s'inscrit dans cette vision du monde. Vous savez, au moment de Jour d'hiver, il est venu pour l'enregistrement sonore, vous savez, au Japon. Et ça a été l'occasion effectivement pour nous de voir à quel point finalement il a une conception, une vision du monde qui est celle d'un poète. Et un poète effectivement y compris donc, dans cette acception japonaise. Dans la séquence qu'il a réalisée pour Jour d'hiver, vous vous souvenez, il y a Chikusai, donc c'est ce poète errant avec son chapeau qui se balade dans la forêt, vous vous souvenez, et il écoute, à un moment donné, il a un petit cornet, il écoute, il se plaque ça contre le tronc des arbres, il écoute les sons qui peuvent lui parvenir, il écoute la voix des arbres, et vous vous souvenez sans doute de cette séquence, l'ingénieur du son avait finalement créé le timing de ces effets sonores de manière à ce que lorsque le personnage écoute plaque son oreille contre donc, le tronc de l'arbre, eh bien un son lui parvienne, le son, cette voix de l'arbre lui parvienne. Et Norstein lui dit non, c'est pas ça, le son, il l'entend d'emblée, il l'entend déjà avant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire uniquement lorsqu'on sait soi-même, effectivement, on a réussi à s'identifier totalement au personnage qu'on va animer. Vous voyez. Et je crois que c'est dans la mesure où, en tout cas pour les marionnettes, on n'est pas soi-même en mesure d'entendre eh bien, ce que tente d'exprimer la marionnette d'elle-même et par sa présence même, et je pense qu'il faut, ça veut dire qu'on ne devrait pas réaliser d'animation de marionnette, on ne devrait pas entrer dans ce registre. Et c'est quelque chose qui s'acquiert par une pratique, par un entraînement, par une formation, et c'est par ce travail-là et par ce travail seulement, je pense, que peuvent être achevés et réalisés eh bien des films d'animation bien qui soient fidèles effectivement à cette vision. Merci beaucoup. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.